Dimanche 15 janvier 2023, mesdames, messieurs, bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce début d'année pour notre premier rendez-vous politique dominical. Recevez nos meilleurs vœux pour vous et pour votre famille, que la paix qui règne au Togo se consolide davantage, que la justice sociale soit notre meilleur partage, que l'Éternel bénisse le pays et qu'il éloigne de nos frontières tous les malheurs, comme ceux qu'il y a 30 ans, comme ceux d'il y a 60 ans qui ont emporté le premier président du pays, ou comme ceux des incendies qui ont fini de consumer à jamais certains commerçants et commerçants du Togo il y a 10 ans. Cette édition est spéciale, elle se veut un devoir de mémoire dans le cadre des 60 ans de l'assassinat de Sylvanus Olympio. En cette année 1963, les Togolais venaient de célébrer le jour de l'an. Ils venaient, comme de tradition, de se souhaiter une bonne et heureuse année. Le pays était jeune puisqu'il venait d'accéder un peu plus de 2 ans plus tôt à l'indépendance. Sans doute que l'euphorie de cette accession à la souveraineté internationale continuait de galvaniser les cœurs. Le tout jeune État et son jeune président devraient susciter de l'espoir. Quel était l'état de cet espoir en ce début d'année-là? Les Togolais n'étaient pas nombreux, à peine 1,5 million sur l'ensemble du territoire national. Comment était la vie à cette époque? À quoi ressemblait le Togo et Lomé, la capitale? Les acteurs politiques étaient-ils si divisés au point que le premier d'entre eux finisse par trouver violemment la mort? L'histoire du 13 janvier 1963 est diversement racontée. Les versions ont varié depuis les premiers jours de cette tragédie. Ce qui est resté constant est la mort de Sylvanus Olympio. Le transfert de sa dépouille mortelle à Goué. D'ailleurs, il continue de vivre parmi ses ancêtres depuis cette partie du territoire béninois. Le corps du premier président du Togo doit-il être rapatrié au pays? C'est une question qui fait désormais partie de celles les plus posées ces dernières années. Une question symbole du renouveau de la réconciliation nationale. Le 13 janvier n'est plus une fête. Il ne fait plus défiler dans les villes du Togo des militaires, des civils pour rappeler une libération nationale. Visiblement, de plus en plus de Togolais, comme le père africain, pensent que la libération passe plutôt par le développement. Mais comment assurer le développement sans se départir des mauvais esprits? En 2013, ils ont massivement pris corps dans les incendies en dévorant et le grand marché de Kara et celui de Lomé. De nombreuses familles du Togo portent toujours les stigmates de cette descente aux enfers. L'enfer n'a jamais été le paradis. C'est pourquoi des milliers de Togolais prient nuit et jour pour accéder un jour au paradis céleste. Ils sont aussi nombreux à prier pour commencer par jouir de ces délices ici-bas. Pour cette édition spéciale, nous avons invité l'ancien ministre Horacio Freitas. Son père était ministre de Sylvanus Olympio. Il a eu la chance de servir à boire le 12 janvier 1963 à celui qui sera assassiné le lendemain. Le professeur Michel Goyake, enseignant d'histoire à l'université de Lomé à la retraite. Et puis Claude Ameganvi, président du Parti des travailleurs, celui qui appelait il y a encore quelques mois des réflexions dans le cadre des 60 ans de la disparition du premier président du Togo. Chers invités, bonjour, vous êtes deux pour l'instant. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Tout va bien. Tout va bien. C'est le premier numéro de cette émission en ce début d'année. Je voudrais vous souhaiter les meilleurs vœux. Je ne sais pas lesquels vous voulez plus. C'est la santé ou c'est l'argent ou c'est la prospérité ou c'est le bonheur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous souhaite le plus? Je laisse la parole au professeur. Les vœux, on les souhaite. Mais c'est ceux qui souhaitent les vœux qui savent ce qu'ils souhaitent. Mais pour nous, le quotidien reste le même, hein, quels que soient les vœux souhaités. Mais disons que c'est la tradition. Souhaitez lesquels vous voulez. L'essentiel, c'est que nous ayons plus de justice sociale, que nous ayons plus d'équité dans les relations humaines dans notre pays. Moi, je vous souhaiter beaucoup de santé parce que j'ai senti que la dernière fois on s'est vu, vous n'étiez pas aussi vieux que ça. Vous avez pris de l'âge et j'espère que vous resterez encore parmi nous un peu plus longtemps pour que nous puissions profiter de vos expériences. Merci pour la santé. Mais cela n'empêche qu'on sera toujours malade, mais que nous ayons les moyens pour acheter les produits et que ces produits existent. Il ne faut pas que ce soit comme la Covid où on n'a pas de recours. Hein. Nous espérons que les pharmacies sauront trouver des réponses à vos inquiétudes. Le ministre Horacio Freitas. Oui, moi je souhaite une bonne santé à tous les compatriotes et puis à tous ceux qui vivent au Togo chez nous. Ça, c'est sûr que la santé, c'est primordial. Mais ce que je souhaite le plus aussi encore, c'est que notre justice soit une véritable justice. Parce que
personnellement, j'ai vécu des expériences avec notre justice. On a l'impression que tout le monde est corrompu, les juges, les avocats, les magistrats. Donc, je souhaite que les chefs de l'État fassent tout pour que notre justice devienne une véritable justice. Ça, c'est un de mes souhaits pour 2023. Beaucoup de gens parlent de la justice. Ça fait des années que c'est des questions qui reviennent chaque temps parce que au cœur des litiges, souvent c'est lié à la terre. Est-ce que c'est la terre également qui vous a amené à la justice? Totalement. Il y a deux dossiers en ce moment. Je ne veux pas dire ma vie privée non plus, mais c'est quand même un terrain à Zanguera, un terrain familial que les gens ont pris alors qu'on a des documents sérieux, officiels, prouvant que le terrain a été acheté par notre papa. Mais malheureusement, ça fait 17 ans que nous sommes au tribunal. Il y a quand même un jugement en notre faveur. Les gens qui ont, disons, mis la main sur ces terrains disent que c'est à eux. Donc, et puis, bon, on est en Afrique, hein, il y a eu des attaques spirituelles. Donc, on s'en est sorti heureusement. Et puis l'autre dossier, c'est privé également, mais je suis très déçu parce que on est allé à la cour d'appel, tout ça, mais je suis déçu par notre justice. Voilà, je ne veux pas raconter des détails malheureusement, mais j'insiste, nos justiciers à rendre justice à nos compatriotes. Et sur cette question, je crois que la vraie question, c'est les Maliens qui la posent. Nos États ne sont pas des États. Il faut refonder l'État. Et refonder l'État, ça veut dire revoir les fondements du droit. Parce que nous avons hérité du droit soit positif, droit occidental, qui ne tient pas compte de nos pratiques sociales, de nos pratiques culturelles. En ce sens, que ce soit la Constitution ou nos différents textes, ils sont en désaccord par rapport à notre vie sociale. Or, le premier fondement du droit, c'est la coutume. Malheureusement, ce n'est pas le cas chez nous. Donc, on a deux droits qui cohabitent et nos juges, nos magistrats traitent toutes ces questions donc à la légère et par conséquent, à celui qui va mieux payer, on lui donne droit. Je remercie le professeur Gouapoué parce que justement, avant d'aller au tribunal, il y a eu un tribunal coutumier avec le chef canton, avec ses assesseurs, de 9h à 15h un fameux jour. Et la décision a été prise en notre faveur. Et malgré cela, on n'a pas eu gain de cause jusqu'à présent. Voilà. On ne peut pas rester sur la justice. Oui, vous êtes là parce que nous avons voulu parler de Sylvanus Olympio, parce que ça fait 60 ans qu'il a été assassiné. C'est pourquoi nous vous avons invité, parce que vous le connaissez. C'est pourquoi nous avons invité le professeur Michel Gouapoué, parce qu'il a enseigné à l'université de Lomé l'histoire. C'est pourquoi nous avons également invité Claude Abeganwi, qui est sûrement en route. Vous parlez de justice. Ma première question, en ces temps-là, puisque vous n'étiez pas, pas encore assez majeur à cette époque, mais vous avez quand même des bribes d'informations. Quel était l'état de la justice en cette époque-là? Vous parlez de justice coutumière, vous parlez de justice moderne. À cette époque-là, est-ce que c'est un peu comme aujourd'hui? Mais je crois que le professeur est mieux placé pour répondre à cette question, mais n'empêche que ce que je sais, c'est que par exemple, Olympio avait un avocat extraordinaire qui était maître Anani Santos, et quand il plaidait au tribunal, c'était plein, les gens allaient, c'était un spectacle, parce qu'il était un grand avocat, avec des gens comme Maître Quassignon, des gens comme Dalmeda, qui ont été de grands avocats, et j'ai l'impression qu'à l'époque, la justice était juste, en guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de corruption, à mon avis. C'est ce que moi je pense. Professeur? Je crois que j'ai posé le problème fondamental. Dans quel état étions-nous à cette époque-là? Un état Togo jeune, né de la colonisation, avec les règles coloniales, la loi coloniale, qui n'est pas toujours conforme avec nos pratiques sociales et culturelles. Ça, c'est le même problème dans tous les pays africains. Évidemment, chaque pays gérait à sa manière. Et dans notre pays, il y a un certain nombre de gens qui avaient une certaine volonté de fonder l'État. Mais je crois qu'il y a eu échec de cette fondation de l'État
où on doit prendre en compte ce qui nous particularise en tant que peuple, ce qui nous particularise en tant qu'Africains. Ça, on ne l'a pas pris en compte. Et c'est la grande erreur de nos pays, c'est que nous avions été des États sortis de nulle part sans notre fondement culturel. Et c'est ça qui explique d'ailleurs ce qui nous rassemble, c'est-à-dire ces coups d'État qui viennent comme ça, parce qu'évidemment, quand on dit Sylvanus Olympio, eh bien, qui était-il? Comment est-il venu au pouvoir? Quelle était sa vision? Qu'est-ce qu'il voulait donc du Togo et de l'Afrique? C'est en cela qu'il faut voir la volonté de création de vrais États. Mais malheureusement, cette expérience a été coupée très vite, bloquée, et c'est ça qui nous a amené à cette situation donc, de désaccord permanent. Parce que au Togo, vous avez dit tout à l'heure dans votre introduction qu'il y a la paix, on veut consolider la paix, mais c'est une paix qui n'est pas réelle. Parce que la paix, c'est d'abord la paix individuelle, la paix des cœurs. Mais il me semble que celui qui a faim, qui ne peut pas réclamer sa pitance, ne peut pas dire qu'il est en paix. Donc, il me semble que ce soit au Togo ou ailleurs, la paix n'est pas réelle. Parce que nous sommes toujours dans une dépendance qui fait de nous des mendiants permanents. Vous voulez dire tout simplement qu'au début des années 60, déjà la définition de ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant, par exemple, l'État togolais, que déjà à cette époque, au-delà du Togo, pour un certain nombre de territoires africains, ça portait déjà les germes d'une certaine contradiction entre ce que pensaient les Africains et ce que pensaient les Européens. Tout à fait. Tout à fait. Quelle aurait été la meilleure posture? La meilleure posture au moment où nous avions réclamé nos indépendances, il faudrait que les intellectuels, ils étaient rares à l'époque, parce que faire des études universitaires à l'époque, c'était rare. La plupart des hommes politiques, il y en a qui ont fait donc leur certificat d'études primaires, d'autres sont un peu avancés. Et ce n'est pas forcément le cas de Sylvanus Olympio, qui était quand même une tête qui, grâce à ses origines, sa famille, a fait de bonnes études à London Economic School, à Londres, en Autriche, et qui comprenait un certain nombre de langues européennes et qui avait également une notion importante du système économique mondial, parce que ce n'est pas, quand on parle de l'économie, ce n'est pas seulement le Togo, l'Afrique, mais nous sommes dans un système géopolitique global. Aujourd'hui, nous réclamons donc plus d'équilibre dans les relations économiques. Déjà à cette époque, la question se pose. Donc, s'il y avait eu toutes ces réflexions au fondement de nos États, je crois que nous aurions mieux équilibrer les choses et on n'aura pas la situation délétère que nous vivons aujourd'hui et qui fait de nous toujours des dépendants, parce que l'indépendance c'est bien beau, mais nous ne sommes pas indépendants, nous sommes toujours dans cette dépendance permanente et qui fait de nous des appendices d'une économie centrale, alors que nous on est à la périphérie, on nous fait tourner et on nous manipule même au niveau mental et psychique. Je vais profiter de l'occasion par rapport à ce que le professeur vient de dire. Et entre 58 et 60, il y a eu des délégations aux Nations Unies pour, disons, régler avec la France les contours de l'indépendance que nous aurons en 60. Donc, tous les domaines ont été abordés: l'enseignement, la justice, l'administration, l'agriculture. Et je peux dire que le dernier a négocié avec l'ambassadeur de France à l'époque, Kosciusko Morizet, qui était délégué de la France au conseil de tutelle de la France. Il n'était pas encore des Nations Unies, il n'était pas encore ambassadeur. Mon père, qui était envoyé par le président Olympio, nous disait qu'il y avait beaucoup de désaccords entre la France et eux. Et donc, ce qui fait que l'indépendance n'a pas été acceptée par la France de façon naturelle. Et je crois que ça il pose des problèmes après. Vous parlez de votre père. Je rappelle que votre père, je le disais dans l'introduction, qu'il était ministre de Sylvanus Olympio. Qui était-il, votre père? Mais d'abord, il était ministre d'État. C'est le seul ministre d'État du président Olympio. Vous savez que Olympio le faisait. Et quel était son nom? Confiance. Et qui était comment? Son nom aussi. Ah, c'est Paulin Jacinto Kofi Freitas, qui était instituteur, le premier directeur de l'école normale de Tapamé, et puis directeur d'école, mais grand politicien, et puis surtout lors des meetings, quand il prenait la parole, mais il savait exhorter la foule.
c'est lui qui écrivait aussi les discours du président Nipio. C'était un intellectuel, et puis comme disait le professeur tout à l'heure, c'est pas un agrégé de lettres, mais il n'empêche qu'à l'époque c'était les meilleurs. Voilà. Quand on parlait de Sylvanus Olympio, là, on a l'impression que c'est une hirondelle, un peu parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels, en fait, ceux qui allaient à l'école n'allaient pas dans les grandes universités forcément. Mais qui était-il, lui? Comment est-ce qu'il a fait pour percer, pour arriver jusque dans les meilleures universités? Ses origines ont compté pour beaucoup. Nous étions dans un pays colonisé par les Allemands. Ensuite arrive la Première Guerre mondiale, le Togo étant séparé en deux, une partie du côté Gold Coast, une partie Togo français qui va devenir notre Togo actuel. Il faut dire qu'il y avait une élite dans le golfe de Guinée, une élite importante, alimentée également par le retour des anciens esclaves venus au 19e siècle qui ont des noms à consonance brésilienne, portugaise, etc. et qui ont déjà acquis une certaine culture aux États-Unis, au Brésil. Et c'est eux qui ont amené pratiquement donc, la chrétienté, qui ont amené la culture européenne, donc une culture mixte. Et ça leur a donné des avantages qui font qu'ils ont très tôt envoyé leurs enfants à l'école. Et Sylvanus Olympio donc était de ce cercle. Son père l'a envoyé à l'école. Après qu'il ait fini donc ses études en Afrique, il est parti à Londres où il a fait des études supérieures. Or, beaucoup d'Africains qui ont fait des études supérieures à l'époque, soit ils allaient donc à Dakar, qui est donc notre France en quelque sorte à l'époque, c'était donc la métropole régionale. Et ils font William Ponty, sorte médecin africain. Médecin africain, c'est l'intermédiaire, un peu comme nous disons aujourd'hui l'agent technique. Ils sortent, ou bien ils sont enseignants. Donc, ils ont de la valeur. Mais ils n'ont pas toujours la maîtrise des relations internationales pour se positionner dans le monde là qui bouge, parce qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un échiquier qui se met en place avec le capitalisme montant, et on a parlé des 30 glorieuses, le tas fort, etc. Mais chez nous, nous étions toujours des appendices, des colonisés. La lutte pour la libération a commencé, mais on n'a pas toujours le même regard que le capitalisme, parce que le capitalisme a des intérêts à défendre et il sait le défendre. En France, on a tellement parlé de gaullisme, mais le gaullisme, tout le monde se réclame aujourd'hui en France du gaullisme. Mais pourquoi? Parce qu'il a pensé l'intérêt des Français, pas l'intérêt des colonisés. Et là, tout est allé à volo et nous étions donc des sous-fifres qui devaient servir l'Occident. Et c'est ces intérêts qui ont continué. Donc l'indépendance n'a pas été donnée, dit vous, peuple africain, prenez votre indépendance. Et cette indépendance, c'est quoi? Par endroits, c'est négocié, mais il y a eu les accords qui nous mettaient donc toujours sous tutelle européenne. Et ça a joué beaucoup dans la création, la fondation de nos États. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il est important de refonder nos États si nous voulons sortir de l'ornière. Claude Abegambi, vous êtes finalement arrivé avec un retard considérable. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, il s'est passé que je suis l'objet de tellement de sollicitations cette période de commémoration que les tâches me débordent, honnêtement, et je tiens à m'en excuser auprès de vos éditeurs et de vous-même. Sollicité par les médias ou par les médias et par des réunions qui se tiennent. Autour, par des débats sur des plateformes, bon, vous savez, après ces discussions, je participe tout à l'heure à un colloque au centre Christ Rédempteur, je crois, et sur la même thématique. Des 60 ans. Oui. Finalement, d'une certaine manière, on peut dire que oui, c'est une célébration qui ne passe pas inaperçue finalement, parce qu'à un certain moment, certains se posaient la question, est-ce que finalement ça allait être observé les 60 ans de l'assassinat de Sylvanus Olympio? Aujourd'hui, on constate quand même qu'il y a un certain nombre d'émissions qui sont faites, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises, même la vôtre qui, je ne sais pas si elle va aboutir, vous aviez lancé un appel à la réflexion, je ne sais pas si cet appel, est-ce qu'il continue, est-ce que cette réflexion, est-ce qu'elle a commencé ou pas? Mais où en êtes-vous finalement par rapport à cet appel justement? Non, moi je pense que l'objectif que nous avions en lançant 3 mois avant la date d'avant-hier, 13 janvier,
l'initiative d'une réflexion sur la signification de ce 60e anniversaire. Cet objectif a été largement atteint. À un moment donné, nous étions en train de nous douter de ce que, bon, cette initiative ne trouverait pas d'écho auprès des populations. Mais en réalité, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'à partir de là, la réflexion a commencé à se développer véritablement. Et vous savez que nous sommes dans un pays que moi, je continue à qualifier de pays de dictature. Et donc, les gens ont compris que, en réalité, il ne faut pas faire les choses publiquement à l'avance, faute de quoi on s'expose à la répression. Vous savez qu'actuellement, il y a près de 115 prisonniers politiques dans les prisons togolaises. Et donc, bon, beaucoup de gens qui auraient aimé s'exprimer publiquement sur le sort du Togo en ce 60e anniversaire de la commémoration de l'assassinat de Sylvanus Olympio, en cherchant à le faire publiquement, bon, ne voulaient pas tomber sous les coups de la répression. J'ajouterais que vous savez qu'il y a un des prisonniers qui précisément, parce qu'il a exprimé ses opinions à l'occasion d'une commémoration, celle du 27 avril 1960, s'est retrouvé en prison, c'est Jimon Henry. Et donc, tout cela a emmené tout le monde à être quelque peu circonspect et en attendant l'avènement de la date pour exprimer, parce que là, véritablement, personne ne peut dire on vous empêche de vous exprimer. Et là, les gens se sont exprimés. Non seulement dans le pays, mais tous les Togolais de la diaspora se sont saisis de cette occasion, bon, pour témoigner de leur fidélité, de leur reconnaissance à celui qui a conquis et arraché l'indépendance du Togo et qui s'est mis au devant de cette lutte-là et qui a payé de son sang cette volonté de prolonger la conquête de l'indépendance politique par une indépendance économique. Bien, merci. Nous allons essayer de connaître, de redécouvrir qui était Sylvanus Olympio. Sans doute qu'un certain nombre de Togolais d'une certaine génération ont lu dans les bouquins celui qu'il était. Mais vous, ancien ministre Horacio Freitas, vous l'avez connu, vous l'avez vu de près. Qui était-il? Mais comme tout le monde le sait, c'est un homme intelligent, brillant, brillantissime même, et qui aime beaucoup le pays et qui s'est battu pour le Togo. Et disons, les Français ont voulu détourner son attention en le nommant directeur général d'une société africaine qui couvrait toute l'Afrique. Il était logé à Paris, à Boulogne, avec un chauffeur ganté, avec des serveurs et cuisiniers blancs. Donc pendant quelques années, on a essayé donc de lui faire croire que c'est sa meilleure vie, mais il a compris que non, les Français voulaient vraiment détourner son attention. Il a démissionné pour revenir au Togo. Arrivé au Togo, mais les Français ont tout fait pour l'accuser d'avoir détourné de l'argent. Et donc, il lui a retiré des droits civiques. Donc, il n'a pas pu se présenter aux élections à l'époque. Bref, ce que moi je peux dire de lui, c'est qu'il venait à la maison de temps en temps. C'était rare qu'un chef d'État se déplace vers son ministre, mais pour Freitas, c'était son ministre d'État, son homme de confiance, son bras droit. Et je confirme que pour moi, le 13 janvier a commencé le 12 janvier. Parce que justement, quand il est venu le samedi 12 janvier après-midi à la maison, le président Olympio et mon papa, ils discutaient du coup d'État. Moi, le mot coup d'État, c'était le 12 janvier que je l'entendais pour la première fois. Et Olympio disait, mais ces jeunes militaires revenus d'Algérie, d'Indochine ne peuvent rien faire, j'ai le peuple avec moi. Et puis, ils voulaient payer à la solde, je veux dire, non, avec un solde qu'ils gagnaient en France, c'est pas possible. S'ils veulent intégrer l'armée togolaise, mais ils vont être payés comme les militaires togolais également. Ils ne peuvent pas travailler pour l'armée togolaise et gagner plus que les autres collègues de l'armée. Ce qui fait que Olympio était sûr que le coup d'État n'aurait pas lieu. Il avait dit que le ministre Théophile Mali, qui avait remplacé papa au ministère de l'Intérieur, l'avait prévenu. Et on a su après que Mali, lui, il a pu s'enfuir. Donc, je peux continuer en vous disant que ce samedi 12 janvier, je servais à boire à mon papa et à Olympio. Et puis, le lendemain matin, à 4 h du matin, le ministre Hospice Coco est venu frapper à la maison. Parce qu'en fait, quand on tirait chez Olympio, Hospice Coco et
Olympio habitait dans la même rue. Olympio vers la plage et Coco vers le Aguiacomé, plus en ville ici. Donc, il est venu, parce qu'il entendait des coups de feu, il est venu voir son ministre d'État, qui est un truc sur le Premier ministre à l'époque, pour qu'ensemble ils aillent voir ce qui se passe chez leur patron, chez le président Olympio. Donc, il a toqué, c'est moi qui ai ouvert le portail, il m'a demandé où était papa, il m'a dit il doit dormir forcément. Donc, je suis allé réveiller papa, et tous les deux sont partis tranquillement. Ils se sont jetés dans la gueule du loup en arrivant devant chez Olympio. Puisque c'était la première fois qu'on faisait un coup d'État, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils sont arrivés, pardon, et les militaires avec leurs torches, mais ils ont dit, mais c'est Freitas, Menottes, c'est Coco, Menottes. Et c'est comme ça qu'on les a embarqués au camp militaire où ils sont appréciés jusqu'en juillet 63. Donc, quand on parle du 13 janvier, je ne suis pas du tout objectif. Le professeur peut être au-dessus, peut analyser froidement les événements, mais moi, comme j'ai vécu dans ma chair, on nous a frappés, on nous a battus, c'est compliqué, je ne peux pas raconter ma vie. Oui, en fait, c'est quelque chose. Oui, le 12 janvier, vous m'aviez raconté, et vous l'aviez dit en langue locale, et ça m'est resté. Vous aviez dit, il vous a appelé, et votre papa, Horatio. C'est Olympio qui m'appelait Horatio. Horatio. Parce qu'il était anglophone surtout. Oui, Horatio. Whisky. Oui, c'est ça. Je leur servais à boire du whisky, du soda. Et parce qu'il avait peur d'être empoisonné par un serveur, évidemment, par un serveur anonyme. Et c'est toujours moi qui leur servais à boire, en amenant des glaçons, des trucs classiques, en fait. Et il venait seul au volant de sa voiture, avec un policier à côté de lui. C'est tout. Et puisqu'à l'époque, on ne savait pas ce que c'est coup d'État, les chefs d'État n'étaient pas protégés, comme maintenant, ils vont à 200 à l'heure avec 1000 soldats autour d'eux. Olympio, il disait tout le temps qu'il avait le peuple avec lui. Et il sortait, il se promenait, donc il était content, il saluait les gens dans la rue, donc parce qu'il était sûr que le peuple aimait vraiment. Quoi. Oui, en fait, vous parlez du 12, ce 12-là, votre maison, c'est là où vous... C'est toujours là au niveau du boulevard. Oui, du boulevard. Au niveau du boulevard. On n'y connaît pas. Mais une anecdote, hein, quand je suis rentré de France, papa avait fait graver, pas graver, il a fait travailler les soudeurs, il a mis sur le portail 146 boulevard du 13 janvier. Et je lui ai dit, mais papa, comment tu peux mettre le 13 janvier sur une propriété à toi? Donc j'ai demandé au soudeur de venir enlever le 13 janvier. Donc aujourd'hui, si vous venez chez moi, c'est marqué 146 boulevard. Il n'y a plus du 13 janvier parce que c'est pas possible que papa ait passé à ça. Non, mais il a fait à quelle année? Mais peut-être dans les années 70, après son retour d'exil, parce qu'il est parti aussi en référence à la date. Peut-être qu'il voulait la paix. Non, parce qu'on a rebaptisé le boulevard. Oui, c'est ça. C'était le boulevard circulaire avant. Ouais. Et comme c'était le boulevard du 13 janvier, papa a fait faire par un soudeur 146 boulevard du 13 janvier. Et moi, j'ai fait enlever le 13 janvier parce que j'estime qu'on n'a pas subi dans notre maison cette date-là. Non, mais en fait, les autres vont réagir tout à l'heure parce que vous avez vu celui qui allait mourir quelques heures plus tard, vous l'avez vu, et vous m'avez raconté là aussi que le 13 janvier, après les incidents, certains, où Bonito, je crois, mais son fils aîné, Bonito, criait dans les rues. Oui, il était seul, malheureusement, à crier, venez, on a tué papa, venez. Eh bien, venez à notre secours. Mais le Togolais était un couard, heureux, mais personne ne l'a suivi, parce qu'on n'était pas habitué aux armes non plus. Il faut dire que les militaires circulaient dans toute la ville, dans leur jeep, et terrorisaient un peu la population. Alors, je peux ajouter que j'ai compris que nos compatriotes sont plutôt des peureux parce que ce matin-là, devant notre maison, il y avait une cinquantaine de gens sortis de chez eux avec des coupes, des sifflets, des bâtons en disant, mais si on est Olympio, on va voir ce qu'on va voir. Et tout le monde était chaud, tout le monde disait, les militaires vont payer ici, si tu es des mains, et si tu le présentes Olympio, c'est bizarre. C'est la suite terrible. Et on était là, et il me demandait où était papa. Je dis, mais moi je ne sais pas, il est parti ce matin très tôt, je ne sais pas où il est. Si on est Olympio, mais forcément les liens sont les filles aussi. Bon, bref, on ne savait pas du tout ce qui se passait, mais tous ceux qui étaient avec moi étaient sûrs qu'ils vont se venger. Et l'un d'entre nous dit,
Ah, voilà une jeep militaire qui arrive à 100 mètres de chez nous là. Et voilà, comme un vol de Jaffa, comme on dit, demandant total. Tout le monde a fui et je suis resté seul à voir les militaires passer dans leur jeep. Et quand je suis rentré à la maison, notre maman était dans sa chambre avec deux amis qui sont venus la réconforter en disant oh, tati, Cécile, ne t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller. Quand je suis rentré en disant maman, il y a des militaires qui sont en train d'arriver, les deux dames ont replié leur pagne, elles sont passées par la fenêtre et elles ont fui. Donc voilà un peu ce que j'ai vécu pour le 13 janvier. Entre le 12 et le 13 avril. Ouais, Une réaction à ce que vous venez d'écouter? Oui, je crois que le 13 janvier se préparait depuis 1947. Ah, voilà. Ce n'est pas du nouveau. Parce que la personnalité de Sylvanus Olympio a commencé à se manifester déjà dans les années 20. Quand il était rentré, il était là, il a fait partie de ce qu'on a appelé le cercle des amitiés franco-togolaises. Et il était là, vice-président. Donc on connaissait la qualité de ce monsieur. Il a travaillé pour Unilever, donc unité UAC ici au Togo. Et il sympathisait avec les Français, il jouait à la pétanque et autres, donc ils étaient ensemble. Mais à partir du moment où avec la Deuxième Guerre mondiale a commencé, ce monsieur a commencé par manifester un certain nombre de comportements que les Français n'aimaient pas. Puisqu'il a été interné au mois de la Deuxième Guerre mondiale, il devait partir interné en France, mais il est arrivé à Djougou. Parce qu'on l'accusait d'écouter donc la radio africaine de Brazzaville et par conséquent il a été interné. On devait l'amener plus loin en France, mais entre-temps la position du Togo a changé. Le Togo qui était pétainiste va devenir gaulliste. Et là, ils ont été libérés. Mais ce n'était pas fini. En 1941, le gouverneur Montagnier a créé le cercle, comment l'appelle-t-on, le comité de l'unité togolaise. Et ce comité, oui, et ce comité a été créé pour faire un bloc contre ceux qui voulaient le retour des Allemands au Togo. Et par conséquent, c'était d'abord pro-français le culte. Mais le fait que les Français ne voulaient pas qu'on crée des partis politiques au Togo, eh bien, le subterfuge trouvé par les élites togolaises à l'époque, notamment Sylvanus Olympio et le grand-père de l'époque, Agostinho de Souza, c'est de transformer le culte créé par les Français en un parti nationaliste. Et qui dirigeait le culte? En fait, le président, c'était Agostinho de Souza, mais l'homme, le technicien, le spécialiste qui faisait les choses, c'était Olympio. Et en 1947, entre-temps, pour contrecarrer l'action du culte, eh bien, l'État a rassemblé ceux qui travaillaient dans l'administration pour former un parti d'opposition au culte, qui était le PTP, Parti Togolais des Travailleurs et du Progrès. Et ceux-là, c'était surtout des gens qui travaillaient pour l'administration, qui n'y sont pas forcément parce qu'ils aiment ça, mais parce que c'est leur pain, c'est leur quotidien, donc ils étaient PTP. Et quand la lutte politique commençait, Sylvanus Olympio était si intransigeant qu'en 1947, le rapport fait par les Français du Togo au ministère des colonies, c'est-à-dire Sylvanus Olympio, c'est l'homme à abattre. C'est lui qui dirige le culte dans un sens anti-français. C'est écrit noir sur blanc dans les archives d'Aix-en-Provence, que j'ai retrouvé à la rue Odino. Donc, celui-là, déjà en 1947, on estime que c'est un homme à abattre, qu'il ne faut pas le laisser. Et progressivement, on lui a mis donc de bâtons dans les roues. Et tout à l'heure, on évoquait le fait qu'on a voulu le rendre inéligible. On l'a affecté au Nigeria. Pourquoi il a démissionné? Pour qu'il ne fasse pas la politique. Il a démissionné, il était là, il a continué à jouer son rôle. Et quand il était arrivé, donc il est parti aux États-Unis, donc aux Nations Unies, pour représenter pour la première fois la cause togolaise, on s'attendait à voir, on dit un indigène togolais africain va venir, on s'attendait à voir un monsieur dans peau d'animaux, etc. Mais c'est le gentleman bien en costume qui arrive et qui manipule les langues européennes, français, anglais et même des bribes d'allemand sans lésiner sur les mots. Et là, on a compris que quelque chose changeait en Afrique.
Donc ce monsieur, on l'a déjà perçu comme l'ennemi des intérêts impérialistes. Et ça, son arrêt de mort était signé depuis. Donc il ne devait pas parvenir au poste de Premier ministre tel qu'il était. Parce que le culte s'est opposé aux élections truquées qui ont été faites à partir de 52. À partir de 52, les élections qui ont été faites, qui ont amené le PTP donc, au pouvoir jusqu'à l'autonomie, le culte s'est opposé. Le culte a dit non, ce n'est pas juste ces élections. Et c'est dans ce cadre qu'il demandait l'intervention des Nations Unies. Et finalement, on a envoyé plusieurs missions. Et cette mission, on dit, voilà, on va organiser des élections législatives anticipées. Et c'est ce qui a été organisé le 27 avril 58. Et contre toute attente, voilà les nationalistes qui gagnent. Sylvanus Olympio n'était pas prévu. Mais finalement, comme c'était l'homme le plus en vue, on lui fait appel pour qu'il forme le gouvernement. Ce n'est pas de bon cœur qu'on l'a laissé au pouvoir. Donc déjà à cette période, c'était prémédité. Alors quel était le contexte général? Contexte difficile économiquement, parce que le budget du Togo ne permettait pas de créer un État, de payer les charges de l'État, les charges de fonctionnement, la scolarité, la santé, etc. Donc il faut une certaine rigueur pour gérer. Et il a accepté cette rigueur. Et il impose ce qu'on appelle l'austérité économique. Il a cherché des partenariats autres que l'Occident. C'est comme ça que Tito est venu au Togo, la Yougoslavie. On avait en place donc le mouvement des non-alignés, dont il était un des leaders. Ils ne veulent pas s'aligner ni sur l'Est, ni sur l'Ouest. Donc, il avait une politique de liberté vis-à-vis donc des grandes puissances de cette époque. Alors celui-là, un Africain, non, il constitue... Est-ce que c'était de la naïveté à cette époque? De la naïveté, non, il y croyait. Ce que moi je regrette en tant qu'analyste, c'est qu'il n'a pas pu se faire comprendre de Nkrumah qui était un autre leader de l'époque. Si les deux ont pu se comprendre, peut-être que la situation serait autrement. Parce que c'est dans cette même ligne que les Africains, les chefs d'État, les élites se sont divisés. Le groupe de Morovia d'un côté, le groupe de Casablanca de l'autre. Et le groupe de Morovia, c'est le groupe que conduisait Sylvanus Olympio, qui d'ailleurs était en train de rédiger la charte de l'OUA. Parce que pour créer l'OUA, il y a eu deux positions. Ceux qui disent, allons vers un regroupement économique qui nous permettra d'asseoir nos systèmes avant d'arriver à la politique. Pour Nkrumah, il faut immédiatement aller vers un rassemblement politique avec un État politique fort pour contrer les Occidentaux. Et les deux n'ont pas pu s'entendre. Or, c'est deux grands leaders qui devaient faire avec Tubman et autres, donc qui devaient amener l'Afrique vers cette évolution. Le panafricanisme était déjà en marche, mais malheureusement, ce leader, on n'a pas pu le laisser aller plus loin. Parce que, malheureusement, il a voulu... Est-ce que c'est la naïveté? Non, il a voulu aller vite, 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 vite. Et le comble de malheur, tout ce que nous réclamons aujourd'hui, le CFA, c'est lui qui a dit, on ne peut pas créer un État sans souveraineté. Un État doit être souverain. Et la monnaie fait partie des éléments de souveraineté. Dans les archives du ministère des Finances, j'ai retrouvé que Ossis Coco arrivait le 14 janvier 1963 à Paris pour signer les accords qui vont régir la Banque centrale togolaise et la Banque de France. Ce voyage n'a pas eu lieu. Le 13 janvier, donc il y a une préméditation, ça veut dire le 13 janvier, on a supprimé celui qui était donc en marche pour tout ça. Des gens étaient formés en Tunisie, des Togolais étaient formés en Tunisie pour gérer cette banque-là. Il y en a encore qui vivent encore aujourd'hui, que vous pouvez interroger et voir quelle était l'organisation qui était mise en place pour que le Togo émerge. En temps, il y a d'autres leaders, notamment Modibo Keïta, qui en 61 déjà a posé le même problème. Donc, eux tous, ils ont succombé. C'est ceux qui ont collaboré avec l'Occident. Donc, quelque part, je veux dire, ce qui s'est passé, c'est dans un plan général de l'Occident, mené par Jacques Foccart, Gérard de Gaulle, qui sont donc les gens qui voulaient l'intérêt de la France contre ces sbires qui veulent sauvegarder la force, les ressources africaines. On a écouté, Claude, avec envie, vous avez écouté sans doute le témoignage de l'ancien ministre Horacio Freitas qui avait vu le président Sylvanus Olympio le 12 janvier et puis après le 13 janvier, il a été assassiné. Vous venez d'écouter également
ce que le professeur Michel Gouakoui a dit par la suite. Quelle est votre réaction? Parce que je sais que vous aussi, vous habitez en ville, là, pas très loin de la maison du papa de Horacio Fritas, donc pas trop loin également et de là où vivait Sylvanus Olympio. Oui. Non, d'abord, c'était avec beaucoup d'émotion que j'ai écouté tout à l'heure ce que Horacio a dit, mon ami, parce que ce matin même, hein, aux aurores, j'ai travaillé sur un document que j'ai envoyé à la presse et qui concerne la demande d'adhésion du Togo à l'ONU. Et cette demande d'adhésion du Togo à l'ONU a été adressée le 20 mai à l'ONU. Et c'est précisément son père. 20 mai de quelle année? 1960, après la proclamation de l'indépendance. Parce qu'il fallait que le Togo soit devenu d'abord un pays indépendant, ce qui a été fait le 27 avril. Et cette indépendance proclamée ouvrait la voie ensuite à la demande formelle d'adhésion à l'ONU. Et c'est lui qui l'a fait. Bon, donc je me disais, mais c'est curieux comment les choses se passent hein, dans l'espace et dans le temps. Ensuite, sur ce que Michel Gouakoui a dit, je me permettrai d'apporter cette précision que, en réalité, dans la première législature de 1946, puisque les élections, les premières élections dotant le Togo d'un parlement, hein, d'une représentation en tant que telle législative, ont eu lieu fin 1946. Et pendant ce premier exercice de 1946 à 1951, c'était une législature de 5 ans, hein, comme maintenant, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que sur le terrain économique, Sylvanus était imbattable. Et donc, tous les projets, vous savez comment les choses se passaient à l'époque. En réalité, la création de l'Assemblée représentative du Togo, puisque c'était son nom, n'avait pour ce que moi j'appelle l'impérialisme français, c'est-à-dire le pouvoir colonial français, ne devait avoir pour fonction que de calmer un peu les aspirations séparatistes des populations africaines. Parce qu'il faut se rappeler que c'était parce que les populations avaient souffert des affres de l'effort de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale que l'État français craignait une révolte hein, dans ces colonies ou des territoires placés hein, sous son administration à la fin de la guerre. Et c'est pour ça qu'il y a eu tout ce train de réformes, suppression de l'indigénat, suppression des travaux forcés et autres. Et parmi cela, il y avait sur le plan politique la création d'assemblées représentatives sans pouvoir réel. Et le problème, c'est que Olympio contestait cela. Il se demandait, mais pourquoi on nous donne une assemblée, mais qui ne peut pas prendre des décisions exécutoires sur le budget, sur des questions d'intérêt national, etc. et tout ça. C'est une mascarade d'assemblée. Et lorsqu'il allait à l'ONU, il dénonçait cela. Les textes sont là. Ce qu'il disait à l'ONU, c'est écrit noir sur blanc, on peut le lire, encore jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est sur le terrain général. Maintenant, sur les questions économiques de manière précise, mais il était intraitable et imbattable. Lorsque le gouverneur... non, pas Spénal. Il y avait Noutari d'abord. Noutari, voilà. Lorsque Noutari avait préparé ses premiers budgets, et il avait emmené hein, devant l'Assemblée représentative du Togo pour qu'elle la valise, mais qu'est-ce qui s'est passé? Olympio a pris le budget, l'a décortiqué, et lors d'une séance publique, mais il a massacré ce budget en démontrant comment en réalité il avait été fabriqué pour piller hein, les caisses de l'État togolais, de l'État, bon, sous tutelle de la France, mais de l'État togolais, et que la plupart des dépenses étaient consacrées à entretenir le personnel expatrié qui était là, et rien n'allait aux investissements, à la population et tout. Et donc, de ce point de vue, il fallait revoir les choses. Ça, c'est la toute première année. Et en 1948, les choses ont été si loin qu'ils ont purement et simplement rejeté le budget et ils ont dû procéder, je crois, comme cela se fait d'habitude, par 12e provisoire et autres. Bon, et c'est à partir de là que l'administration coloniale s'est rendue compte de ce que ce monsieur était trop fort pour eux. Et donc, il fallait tout faire pour l'éliminer politiquement. D'où les fraudes qui ont été organisées systématiquement à partir des élections de renouvellement de l'Assemblée représentative du Togo qui ont eu lieu en 1951 et systématiquement, comme Michel a dit tout à l'heure, à partir de là,
précisément sous l'administration des gouverneurs d'Igo, puis ensuite de Péchou, qui sont les spécialistes de la répression coloniale, au-delà des fraudes qui étaient organisées, mais la répression systématique, les arrestations des militants, les bastonnades et autres, bon, qui font l'épopée difficile que les nationalistes vont avoir à subir pendant toute cette période de traversée du désert qu'ils ont suivi de 1951 jusqu'en 1958, où ont eu lieu les élections, cette fois-ci sous la supervision de l'ONU. Ok. Donc, c'est cela qu'il faut dire de manière globale. Maintenant, mais il y a une question là. Quand on parle de Sylvanus Olympio, là, tout le monde parle de lui en bien. Mais moi je voudrais poser une question sur le plan purement politique. Est-ce que c'était la sérénité à cette époque? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait une personnalité de cette envergure-là, que tout le monde loue finalement, et qu'un jour, que cette personnalité-là soit purement assassinée. Est-ce que sur le plan politique, est-ce qu'il n'y avait pas une certaine crise à cette époque? Non, de toute façon, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que pendant toute cette période dont j'ai parlé tout à l'heure, y compris celle où le CUT et le MPT et la Juventus avaient remporté la majorité à l'Assemblée représentative du Togo, mais les jeux politiques étaient là. Ils n'étaient pas d'accord avec ceux qui faisaient partie, qui étaient les soutiens de l'administration coloniale. Donc, de ce point de vue, on ne pouvait pas dire, comme tu le suggères, qu'il y avait eu un unanimisme autour de lui. Il y avait contradiction, puisque la société togolaise était divisée en deux. Il y avait des partisans du pouvoir colonial, lesquels partisans, pour certains, faisaient glisser les joutes politiques sur un terrain d'opposition ethnique. Bon, je veux parler de tout ce qui se passe dans toute une série de régions où les chefferies sont pro-colonialistes parce qu'ils faisaient de l'opposition à Sylvanus Olympio, qui était perçu comme étant les gens du Sud, et aussi ceux du Nord, que le pouvoir colonial avait dressé à s'opposer à lui sur une ligne purement ethniciste. L'UCPN, oui, des chefs et des populations du Nord, en disant ce sont les gens du Sud qui vous ont toujours réduit à l'esclavage, qui sont les plus évolués, et tout ça, donc refusez. Songez simplement que même à l'époque, dans certaines régions septentrionales du Togo, on refusait la scolarisation des enfants au nom de cela. Parce qu'ils en deviendraient comme les gens du Sud, etc. Donc nous avons nos cultures, nous avons nos traditions et tout ça. Ça a été dit, ce sont des choses qui ont été dites. Bon, voilà comment les choses s'étaient passées. Maintenant, pour terminer, parce que la question de la date du 12 janvier m'interpelle. En quoi? En ceci que, exactement le 12 décembre 1962, c'est-à-dire exactement un mois jour pour jour, avant le début du coup d'État, Sylvanus Olympio a promulgué la loi portant création de la monnaie nationale togolaise et de la banque centrale qui devait la gérer. Et vous constaterez que exactement un mois jour pour jour avant la date du coup d'État, eh bien, la signature de ce acte, de fait, signait l'arrêt de mort d'Olympio. Puisque c'est pendant ces 30 jours-là que le gouvernement du général de Gaulle et de son homme de main Focard va concocter le coup d'État qui va aboutir à son élimination physique. Il aura fallu 30 jours et plier. Ça a été exécuté jusque dans les mois. Non, mais en fait, on a passé déjà près de la moitié du temps imparti à cette émission à parler de Sylvanus Olympio. Et je voudrais qu'on évolue un peu là. Sylvanus Olympio, il est mort, mais un certain nombre de questions sont restées. Vous avez parlé tantôt d'archives. Moi, je voudrais que vous nous parliez d'archives. Qu'est-ce qui est dit dans les archives que vous avez pu consulter? Avant d'en arriver là, je voudrais dire toute la manipulation du colonisateur. Vous savez, il y a un élément de l'histoire du Togo dont on parle très peu, c'est ce que moi j'appelle la première conférence nationale du Togo, qui a eu lieu en mai 1945, juste au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, quand la guerre finissait, où le gouverneur Noutari a rassemblé les populations du Sud Togo, c'est-à-dire de Lomé jusqu'à les représentants jusqu'à Atapamé. Cette réunion dont le rapport est là, le procès verbal est là,
C'est à cette époque que le nationalisme togolais prend corps effectivement, où Sylvanus Olympio dit, écoutez, nous, on ne veut pas de nationalité française. Nous sommes togolais, nous voulons rester togolais. Et que la nationalité française n'a qu'à rester. Or, il y avait certains Togolais qui travaillaient pour l'administration, qui voulaient bien donc cette nationalité-là. En ce moment-là, le clivage était clair, la manipulation était suffisante. C'est ça qui a conduit progressivement au parti UCPN, Union des chefs et populations donc, du Nord-Togo, qui scindait déjà le Togo et qui crée la zizanie. Et puis, deuxième zizanie, en 51, manœuvre de l'administration coloniale pour faire monter donc, le parti pro-français, UCPN et PTP. PTP n'arrivait pas à céder sur le plan national, donc l'UCPN s'est ajouté et on les a soutenus jusqu'à la fin. Quand on parle de MPT tout à l'heure, le MPT, c'est des gens du PTP qui ont fini par comprendre que à Blodéa, nous nous aider. Et ils se sont rebiffés pour dire non, nous voulons aussi l'indépendance comme le culte et la Juventus. Mais il s'est passé quelque chose d'important en 61 qui fait que le 13 janvier, la population n'a pas bougé. Quand Sylvanus Olympio était Premier ministre, en 61, donc on a remis la Constitution, il y a eu une élection. Il y a eu donc des votes. Et à partir de là, il y a eu quelque sorte de manigance pour pouvoir se maintenir au pouvoir, les nationalistes se maintenir au pouvoir. Les choses ont été faites de telle manière que l'UCPN et le PTP n'ont pas pu déposer leur dossier. Et nous avions eu en 61 une assemblée pratiquement monocolore. Et il se fait que pour gérer dans l'incompréhension, une politique d'austérité était mise en place. Au point que les gens commençaient par se dire, mais l'indépendance c'est ça? Si c'est ça, ah non, donc il y a eu des remous. Sinon, on ne comprend pas pourquoi ceux qui ont adulé Sylvanus Olympio le 27 avril 58 n'ont pas levé le petit doigt le 13 janvier 1963. Ils auraient pu, donc, en 61, c'était la majorité vraiment nationaliste, mais malheureusement, ceux-là n'ont pas bougé. Donc, je croyais que je répondais à votre question, c'est-à-dire une situation qui n'est pas une situation de cohésion totale. Donc, la friction était là, à l'intérieur du Togo, et l'administration coloniale a profité avec le groupement FOCA pour gérer. Et je reviens encore sur ma question de la refondation de l'État, parce que cet État, en 61, qui était le chef, il n'y a pas d'armée. Il y a quelques individus, mais qui était le chef de la gendarmerie qui était là? C'était un Français, ce Georges Métrier. C'est lui qui détenait les armes. La clé des armes, c'est lui. Les véhicules qui doivent circuler, c'est lui. Donc, qui peut prendre les armes si on ne prend pas l'autorisation de la France? Quand vous évoquez ce nom-là, souvent, quand on évoque la date du 13 janvier de celui qui éventuellement aurait tiré, par exemple, on évoque ce nom-là. Vous avez tantôt parlé des archives que vous avez consultées sans doute en France. Oui. Qu'est-ce qui est dit dans ces archives concernant éventuellement la date du 13 janvier? Le 13 janvier, les éléments des archives, c'est vide. Il y a le répertoire. J'étais parti à Vincennes, où se trouvaient les archives. Maintenant, tout a été centralisé à Fontainebleau. Donc, les lignes là, il y a certains dossiers. Puisque les dossiers d'archives, on les ouvre soit selon donc, la sensibilité du dossier, 30 ans, 50 ans, voire 100 ans. Mais il y a des dossiers spécifiques donc, dans la liste qui ont été enlevés. Donc, censurés, encore ceinturés. Donc, il est temps aujourd'hui que nous puissions faire des actions. Je crois qu'il y a un certain Jean Sylvanus qui demande que ces archives soient accessibles. C'est une lutte que nous devons faire pour que ces dossiers soient accessibles. Je parle de ces archives, mais il y a également des archives togolaises. Les archives togolaises, par exemple, le rapport de police qui a constaté le décès. Quand il y a eu un décès, il y a un rapport de police. Donc on a dit, voilà, telle personne assassinée, etc. Il y a un rapport balistique pour dire, voilà, est-ce qu'on a tiré de dos ou de devant? Donc tout cela doit nous éclairer pour savoir comment la chose s'est passée ce matin-là, donc du 13 janvier. Sur la gravité ou la teneur de ce qui s'est passé le 13 janvier, nous venons de passer 60 ans. Est-ce que ce temps-là est suffisant pour demander, par exemple, la déclassification? Effectivement, les archives
on met la main là-dessus parce que ça peut amener des remous, les acteurs sont encore vivants, etc. Mais nous estimons quand même que 50 ans et aujourd'hui 60 ans, et les acteurs sont plus ou moins neutralisés. Mais il y a un problème pour le cas togolais, un problème sensible. Et je crois que c'est là où se trouve la vraie... Si nous voulons aller vers l'unité nationale, la réconciliation, parce que quand on parle de transition, la justice transitionnelle a réussi là où il y a changement réel. Quand on prend le cas de l'Afrique du Sud, c'est comme ça qu'il y a eu changement. Mais dans notre cas, il se trouve que le régime que nous continuons de vivre aujourd'hui, c'est le régime hérité de 13 janvier 63. Donc, le régime n'a pas intérêt à demander l'ouverture des archives pour qu'on éclaircisse, qu'on fasse l'histoire et faire le deuil de cette situation. Donc, il est important que les tenants du pouvoir se disent, voilà, nous voulons aller vers l'unité nationale. On a essayé en rebaptisant des rues, en disant rue Sylvanus Olympio. J'avais émis l'idée donc qu'on puisse rapatrier ce corps, qu'on mette au moins au rond-point de la Poudrière, peut-être un mausolée pour rapatrier La Poudrière, ce c'est corps. où? La Poudrière, c'est là où le boulevard va à la plage du côté est. Le bois du 13 janvier. Ah, le boulevard du 13 Le janvier. bois du 13 janvier. Après le festival de glace. Voilà, C'est voilà. ça. Donc ce rond-point qui donne, va vers Anéro, va vers Aplaou, et là où débute l'avenue Sylvanus Olympio, aurait pu servir donc comme place mausolée, comme on l'a fait pour Nkrumah quand on l'a fait revenir. Donc il y a une place Nkrumah. Donc faire l'unité nationale suppose une action d'envergure et qui doit également être fait de manière avec les archives ouvertes, qu'on constate finalement que l'assassinat a eu lieu. Les Togolais y ont plus ou moins participé, mais manipulé. Et que le vrai problème, c'est un problème impérialiste. Et ce sont ces impérialistes qui sont en cause. Il faut qu'ils laissent leurs... Mais si nous, on ne fait pas la démarche vis-à-vis d'eux pour éclaircir la situation, on ne peut pas. Nuremberg est toujours là. On va encore chercher les gens. Pourquoi au Togo, on ne fait pas cette action? Là, je parle en historien. Ancien ministre Horacio Freitas, Je pas monsieur le ministre, monsieur le ministre. Monsieur le ministre Freitas, vous allez parler un peu plus fort. Parce qu'on m'a dit que, quand vous avez pris la parole il y a un instant, votre voix ne sortait pas, ne partait pas beaucoup. D'accord. Oui, sur la question des archives et sur les questions qui sont restées en suspens pour un certain nombre de Togolais, vous par exemple, en tant qu'acteur politique, Oui, oui. à la retraite ou je ne sais pas si vous continuez pas à militer, Pour toucher les gens. quelles sont vos questions qui sont restées? Non, bon. D'abord, vous étiez jeune quand vous aviez appris cela. Oui. Je ne sais pas si un certain nombre de questions vous étiez resté depuis cette époque. Non, moi, ce que je sais, ce que certains ont dit, c'est qu'il paraît que ce ne serait pas Métrier qui aurait tiré sur le président Nipio et que De Gaulle n'avait pas demandé qu'on le tue. Foucault de Gaulle avait demandé qu'on le mette à l'écart, qu'on le neutralise. qu'on le neutralise et qu'on mette à sa place quelqu'un d'autre, évidemment. Et donc, ce que moi je sais, c'est que c'est pas mon père qui l'a dit, hein. Je parle souvent de mon père ce matin, mais il parle que c'est pas Métrier qui a tiré sur lui, mais on ne sait pas qui a tiré. Le président, il y a des membres, vous savez, a déclaré dans Paris Match à l'époque que c'était lui qui a tiré. Après, il s'est retracté, ne c'est pas lui. Donc, on ne sait pas qui a tiré sur le président Olympio. Est-ce que c'est de face, de dos? Normalement, d'après ce que le professeur a dit, si on avait eu, disons, le constat de la police ou des médecins, on aurait su au moins comment il est mort, si la balle était de côté ou de face. En bref, moi je suis pas un historien. Comme je l'ai dit, quand je parle du 13 janvier, je ne suis pas objectif, je suis très subjectif. Mais est-ce que vous pensez que c'est important de connaître les circonstances réelles de ce qui s'était passé ce jour-là, éventuellement celui qui a manipulé l'arme? Est-ce que ça, par exemple, déteindrait éventuellement sur le processus de réconciliation, de vivre ensemble des Togolais? Moi, je pense, bon, les gens disent que c'est un Métrier, mais moi, Horacio Freitas, je pense que c'est un Métrier, le Français qui a tiré sur le président Nipio, parce que je crois que les Togolais, les militaires togolais peut-être n'osaient pas tirer sur le chef d'État. C'est impossible que le Français, lui, n'en a rien à faire. Je suis désolé de dire ça. Et pour moi, c'est lui qui aurait tiré sur le président Olympio. Bon. Maintenant, moi, je ne sais pas. Je suis resté sur autre chose. Je suis désolé. Hein. Et quand le professeur Goué a pu parler de Nkrumah tout à l'heure, j'aborde autre chose vraiment.
je pense que l'affaire du Togoland, est-ce que ça n'a pas divisé Olympio et Nkrumah? Je suis désolé. Non, mais en fait, il n'y a pas de souci, allez-y. Parce que je crois que l'histoire du Togoland, je saurais bien que vous nous en parliez également aussi. Non, non, il y a pire que ça. Ah bon, d'accord. Non, mais en fait, qu'est-ce qui éventuellement, oui, Non, non, puisque vous ouvrez la parenthèse, Voilà, tout à fait. aurait divisé ceux qui portaient une certaine idée de l'Afrique à cette époque-là, Nkrumah et qui... Non, non, il y a pire que ça. Parce que déjà depuis 1951, il y avait la publication du plan le plus secret. Ce plan le plus secret, c'était lequel? C'est ce qui s'est réalisé depuis, c'est-à-dire l'annexion du Togo britannique par la Gold Coast pour la fondation du Ghana. Et ce document-là circulait déjà depuis les années 1951. Et moi, j'ai le texte. Et il a fait l'objet d'une publication dans le New York Times aux États-Unis avant qu'on ne le retrouve et que les nationalistes togolais l'ayant eu aient envoyé une pétition à l'ONU là-dessus pour dire, attention, voilà ce qu'on cherche à faire de notre territoire qui a été découpé. Et c'est pour ça que nous exigeons au préalable la réunification, l'unification des deux Togos préalablement à toute évolution vers l'indépendance. Les textes sont là. On peut les lire. Moi, j'ai la collection de toutes les archives de l'ONU. C'est effectif. Hein? Oui, oui. Mais je crois que cette question fait partie donc d'un planning de Nkrumah. Non, 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 attends, j'en viens. C'est quelque chose que les Anglais ont concocté avec les nationalistes ghanéens pour garder, disons, la mainmise sur cette partie-là, qui est une des plus riches du Ghana, puisque c'est toute la région cacaoyère. Et dans les débats au Conseil de tutelle de l'ONU et à la 4e commission, mais des représentants anglais du gouvernement britannique ne se privaient pas de se dire, mais vous qui revendiquez que nous laissions ce territoire, pensez-vous que nous allons vous laisser les riches terres de cacao et tout dont nous bénéficions jusqu'aujourd'hui? Non, nous Mais comment se fait-il qu'il avait laissé au Cameroun? Ah oui, mais c'est là la différence de la politique coloniale entre le Togo et le Cameroun. Mais puisque vous avez vu qu'au Cameroun, on a laissé les deux pays finalement se réunifier, alors qu'au Togo, non. C'est-à-dire qu'en réalité, le nationalisme farouche des Togolais a indisposé aussi bien les Britanniques que les Français. Et depuis l'époque, on avait décidé de démanteler ce pays. Première phase. Deuxième phase maintenant, pour Nkrumah, ce qu'il fallait, c'était purement et simplement une annexion du Togo. Hein. Oui, oui. Même ce qui est resté du Togo, où nous sommes aujourd'hui, Nkrumah voulait l'effacer en le fusionnant avec le Ghana et puis que ça disparaisse. Il a dit dans un meeting qui s'est tenu vers la frontière. Ce serait mauvais. Ce serait mauvais. Non, non, c'est pas la question. Mais comprenez à partir de là que cette question-là, Olympio ne pouvait pas l'accepter. Non, mais en fait, et les nationalistes togolais non plus. Oui, là, poser cette question 60 ans après, la façon dont vous la posez là, non, sans doute doit faire. C'est une provocation. Et lui-même, il le sait. Et lui-même, il le sait. Bon, donc, ça faisait des anicroches avec entre Nkrumah et Olympio. Songez, le seul voyage que Nkrumah a fait au Togo, au moment où il a été porté au pouvoir, était pour venir rencontrer Olympio pour lui demander d'accélérer le processus vers la fusion des deux pays. Et moi, je dis qu'Nkrumah, panafricaniste qu'on prétend, n'était rien d'autre qu'un annexionniste. Point, c'est tout. Vous avez voulu ajouter quelque chose? Non, je disais, est-ce que c'était mauvais? Au fond, aujourd'hui, pourquoi nous nous battons? Est-ce qu'un Togo est viable vis-à-vis de l'impérialisme tel que on l'a connu hier et qu'on le connaît aujourd'hui? Le projet Nkrumah, c'est de proche en proche faire un État fort, un État africain fort qui soit capable de s'imposer à l'impérialisme. Mais qui ferait disparaître le Togo actuel? Qui ferait disparaître le Togo, qui ferait disparaître le Bénin? Le projet existait déjà. Les Anglais ont voulu repousser leurs frontières du Ghana jusqu'au Nigeria pour faire un grand bloc ouest-africain. Donc le projet existait, c'est la viabilité qui compte. Donc les analystes sont là. Qu'est-ce qu'il faut pour l'Afrique? Aujourd'hui, tout le débat que nous faisons aujourd'hui sur l'intégration régionale, c'était déjà sur le tapis à cette époque-là. Et les intégrationnistes
notamment Sylvanus Olympio, si on lit ses discours, il était aussi intégrationniste, mais il disait d'abord un pas d'intégration économique, on verra l'intégration politique. Donc, une volonté que chaque État reste politiquement indépendant et économiquement, on puisse mettre les choses ensemble. Il dit, le vrai problème est lié à la formation individualisée qu'on nous a donnée à la colonisation, où chacun prêche sa chapelle. On n'a jamais eu réellement donc, cette fédération d'idées. C'est ce qu'on avait commencé avec le non-alignement, avec les regroupements. La conférence d'Accra, qui a eu lieu en 1958, c'était pour ça. Mais malheureusement, nos dirigeants n'ont pas pu se comprendre. Et ça, l'Occident a bien réussi à les diviser. Et c'est ça qui continue encore aujourd'hui. Quand on voit toute la lutte au niveau de la CEDEAO, les anglophones d'un côté, les francophones de l'autre, les hispaniques de l'autre, c'est toujours là. Quand est-ce que nous allons comprendre? Et parce que le vrai problème, on a assassiné Sylvanus Olympio, c'est vrai. Mais le problème qu'il défendait reste encore un problème actuel aujourd'hui. Notre inféodation donc à une puissance économique extérieure qui pille nos ressources et qui ne veut pas nous permettre d'avancer. Encore que nous tous, pour la plupart, nous sommes victimes de ce système-là à travers l'éducation que nous avons reçue, à travers nos mentalités, à travers nos façons de vivre. Donc il est temps peut-être qu'il y ait une réflexion plus grande. C'est pourquoi je reviens toujours à cette question donc de refondation de nos États. Que représentent nos États? Ils ne sont pas viables. Nous allons continuer de nous entretuer. On va nous manipuler constamment et nous serons les uns contre les autres dans un régime politique où on dit tel est ceci, tel est cela et nous serions toujours là. Non, Le 13 janvier. Mais la question qu'il soulève est importante. Et je voudrais Brièvement. une petite contribution. En réalité, la question qu'il pose est fondamentale, puisqu'elle pose ce que nous appelons en politique la question nationale. Bon, l'idée d'une nation est une donnée totalement subjective chez les populations. De ce point de vue, par exemple, quelle est la viabilité d'un petit pays qui s'appelle la Suisse? Et pourtant, c'est un État qui fonctionne, qui a une base économique puissante et au pied duquel se trouvent toutes les puissances du monde puisqu'ils viennent chercher de l'argent là-bas. Bon. Donc, et les Suisses se sentent Suisses et tu ne leur diras pas de devenir Allemands, Italiens ou autres qui sont leurs voisins. Ils ne sont pas prêts à y renoncer. Pour vous, De la même manière. pour vous la question, c'est Non, pas non, de la refondation de l'État. Non, de la même manière. Songez qu'au Togo, des gens qui ont commencé à souffrir les affres de la répression coloniale depuis les années 40, 46, 50, 51, etc., jusqu'à arracher leur indépendance au final. Après toutes ces souffrances-là, vous allez leur demander d'abandonner tout ce pourquoi ils ont lutté pour passer sous les fausses codines d'un autre. Mais humainement, ce n'est pas possible. Et tout cela pour les intérêts de qui? Et finalement, c'est pour les intérêts des Anglais, s'il faut voir les choses concrètement. Ou alors, au pire, pour les intérêts des Français de l'autre côté. Donc, en tant qu'Africain, personne ne peut l'accepter. Donc, cette discussion pour aller vers une unification de l'Afrique, de ses États, ne peut véritablement se passer qu'à partir de la rupture du cordon ombilical et avec les puissances anglaises et la puissance française ou toute autre forme de suggestion, de domination, ce qui n'est pas le cas actuellement. Puisque vous avez des pays, des institutions comme par exemple l'OUA, la CEDEAO, dont les budgets sont financés à 80%, plus de 80% par l'Union européenne et autres. Comment voulez-vous parler de nationalisme dans ces conditions-là? C'est impossible. Nous allons voir un peu l'évolution du 13 janvier parce qu'aujourd'hui, on sait que le 13 janvier ne donne plus lieu à des festivités comme c'était le cas il y a encore quelques années. Est-ce qu'on n'est pas déjà sur la bonne ligne de la réconciliation nationale? Parce que vendredi, c'était une journée normale au Togo. Est-ce qu'on n'est pas sur la bonne voie pour la réconciliation nationale? Avant, c'était férié. C'était férié, c'était une fête. Et on faisait la fête. Ah oui, c'est vrai. Professeur. Est-ce qu'on est sur la voie? Je crois que si, mais il y a un grand pas à franchir qu'on n'a pas encore franchi. C'est lequel? Le grand pas, nous l'avons évoqué tout à l'heure, c'est reconnaître. Parce que tant que, avant de faire la transition pour arriver à une nouvelle réforme, il faut la vérité. La vérité et la justice. Donc quand nous parlons donc de justice transitionnelle, c'est dans ce domaine-là. C'est pourquoi il est utile de savoir qui a tiré. On a dit tout à l'heure que ce n'est pas Maîtrier. C'est sûr, c'est possible que ce ne soit pas Maîtrier parce que c'était lui le patron. Mais
celui qui a tiré a C'est Yadema. bénéficié donc. Moi, je le dis Non, clairement, a, c'est dé- lui. a bénéficié, je ne dis pas que c'est Yadema, mais a bénéficié de ses appuis. Parce que la garnison qui était là, les armes qui étaient là, le patron qui peut sortir, qui peut permettre de sortir un jeep de sortir des armes pour aller commettre un forfait, doit passer par lui. Donc, quelque part, si tous nous entendons que l'impérialisme est là et qu'il faut retrouver les choses, lui leur demander donc de reconnaître leur tort comme ils en ont reconnu ailleurs, ce serait donc le grand pas. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'unisse, nous, aujourd'hui, pour éclaircir ce pan de l'histoire du Togo. Et à partir de là, on fera le deuil. Les restes donc de Sylvanus Olympio seront amenés ici. Et selon nos traditions, nous allons faire notre deuil. Et on va dire, enfin, nous avons compris, on va aller de l'avant. Mais tant que ce ne sera pas fait, il n'y a plus de fêtes et autres, mais les rancœurs sont toujours là. Il faut penser les cœurs. On sait que le président Olympio s'est réfugié à l'ambassade des États-Unis, contigu à sa maison. Est-ce que le fait que l'ambassadeur des États-Unis informe son collègue français, est-ce qu'on peut considérer que c'est un complice? Une complicité. Oui, c'est ça. Est-ce que les États-Unis sont complices de ce coup d'État? Évidemment, selon les différents témoignages, dit l'ambassadeur de France était le doyen donc, des ambassadeurs au Togo et qu'il était tout à fait normal pour l'ADA, donc d'informer son collègue français. Son collègue français dit, attends, mais dans les droits internationaux, il y a l'exterritorialité donc de l'ambassade. On ne peut pas rentrer dans une ambassade pour faire sortir quelqu'un qui s'est réfugié. Nous avons vu dans l'histoire contemporaine, il y a des moments donnés où des gens sont réfugiés dans les ambassades, on ne va pas les extraire. C'est après des différentes négociations. Si on a pu aller l'extraire, l'amener dans la rue pour tuer, ça veut dire que quelque part, il y a une complicité, sinon une volonté réelle. Ou bien le fait est contraire au droit, mais les États-Unis n'ont pas réagi comme ils doivent réagir. J'ai été dans les archives allemandes au niveau de Berlin. Il y a des archives qui sont là, qui expliquent tous les bons rapports du Togo avec l'Allemagne à ce début d'année, qui aussi peut être donc exploré pour comprendre. Parce que comprendre l'histoire du Togo, c'est aller à la fois voir les archives allemandes, les archives américaines et les archives françaises, puis les archives locales togolaises. À défaut donc des archives togolaises, il y a encore des acteurs qui doivent pouvoir parler. Est-ce qu'ils sont pas nombreux, ces acteurs? Ils ne sont pas nombreux malheureusement, mais il en existe. Non, moi j'ai fait... Non, c'est la question de la réconciliation, parce qu'il nous reste encore très peu de temps. Oui. Là, la journée du 13 janvier devrait plus célébrer comme une fête. Oui. Il y a un boulevard qui porte le nom de Sylvanus Olympio. Certains évoquent de plus en plus la question du rapatriement de son corps ou du reste de sa dépouille à Lomé ou Togo. Et vous, par exemple, qu'est-ce que vous ajoutez? Non, ça ne peut pas se faire. Pour la simple raison que, et ça c'est l'objet du débat actuellement à l'occasion de cette commémoration, on ne peut pas faire de réconciliation tant qu'on n'a pas su qui a tiré, ni pourquoi, ni qui sont les réels commanditaires exécutants. Parce que dans l'histoire, c'est ça qui est fondamental. Il y a des gens ne s'est pas levé ou un groupe de mutins ne se sont pas levés pour aller tuer simplement Olympio de leur propre chef. Ils ont été missionnés, ils étaient en mandat. Qui les a mandatés? C'est l'État français. Et l'État français aujourd'hui ne veut pas reconnaître sa responsabilité, en tout cas ne veut pas que cette affaire vienne au-devant, par exemple, d'une juridiction pour avoir à rendre compte. Parce que les faits sont quand même graves. Aller enlever la vie d'un président démocratiquement élu, mais c'est quelque chose de sans précédent dans l'histoire. Et donc, c'est ça qui fait l'obstacle au point de départ. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur, comment dire, le mécanisme des choses. Mais ça implique beaucoup de responsabilités qu'il faut éclaircir. Parce que dans la question, il y a aussi une responsabilité du Dahomey de l'époque. Puisque 3 jours avant le coup d'État, Foccart était arrivé à Cotonou. D'où s'est préparé tout le coup d'État. Vous avez des écrits aujourd'hui qui existent et qui expliquent que pendant toute cette nuit des 2 jours avant la date, mais les circuits qui se faisaient entre Lomé et Cotonou, des allers-retours sans arrêt, et beaucoup de gens ont été impliqués dans cette affaire. Troisièmement, il y a cette question des États-Unis et du rôle qu'ils ont joué dans la tragédie. Léon Poulada, l'ambassadeur des États-Unis au Togo à l'époque,
n'est pas parti tout seul voir ce qui se passait dans son ambassade. Non, il a été réveillé la nuit par Henri Mazoyer, qui a reçu un coup de fil de Focard du Bénin. Comment ils ont eu l'information? Bon, moi j'ai un certain nombre d'informations là-dessus, mais bon, c'est pas le moment de les dire. C'est qu'ils ont été interpellés en sachant que Olympio était dans l'ambassade. Et ils ont demandé à Henri Mazoyer d'appeler l'ambassadeur des États-Unis pour lui dire d'aller vérifier dans l'ambassade si Olympio s'y trouvait. C'est pourquoi il s'est rendu là-bas et il a retrouvé effectivement en disant je vais chercher la clé à la maison pour ouvrir les portails pour que vous réfugiez à l'intérieur des locaux. Et de retour chez lui, il appelle Henri Mazoyer pour lui dire effectivement il est là. Et c'est de là où Henri Mazoyer appelle Métrier qui supervisait l'ensemble des opérations et demande au commando d'aller, il est là, vous passez le mur, vous allez le prendre, puisqu'il y a une règle entre les grandes puissances qui dit qu'une puissance qui est dans un pays où ses intérêts sont dominants, l'autre pays n'a pas à intervenir dans ses affaires, quoi qu'il fasse. C'est ainsi que les Français, généralement, n'interviennent pas lorsque les Américains font des crasses en Amérique latine, etc. Et tout. Et dans nos pays, c'est exactement la même chose. Et donc, vous voyez que, y compris la complicité des États-Unis d'Amérique dans cela, elle est patente et tout le monde a peur de devoir répondre. Bien, merci. Merci, il nous reste 15 minutes. J'ai quelques questions quand même qui sont posées par les auditeurs. Il y a par exemple cette question de Bertrand qui dit, vu les regroupements et les témoignages des uns et des autres, est-ce qu'on peut dire que la scène politique togolaise depuis 1960 n'est pas aussi loin de celle actuelle? Est-ce que vous faites cette comparaison-là, Oui. un peu comme si le pays n'a pas vraiment changé? Oui, bien sûr. Le pays n'a pas changé. Sur le plan politique. Oui, il y a quelques petits réaménagements. Quand on voit même les nominations telles qu'elles se font, on voit le père de qui est devenu ceci et cela. Donc, on a toujours l'opposition PTP, CUT qui est là. Il y a quelques transferts, mais globalement, nous sommes toujours dans le même système de dualité. C'est ça qui est dommage. Donc, il n'y a pas place à une troisième opposition qui change les choses. Donc, il y a ceux qu'on appelle les extrémistes, les durs, et puis de l'autre côté, ceux qui collaborent avec l'administration coloniale et aujourd'hui, bon, l'administration française. Bien sûr, il y a d'autres qui interviennent dans l'échiquier, mais globalement, les choses sont restées telles. C'est ça qui est dommage. Et moi, j'ai qualifié ça de l'impasse togolaise. Il y a une forme d'impasse dans laquelle nous sommes qu'il faut ressortir. Donc, la conférence, comment on va l'appeler, justice, réconciliation qui a été faite, CVJR devait pouvoir aboutir, gagner les choses, mais malheureusement, quoique ça s'est arrêté en route. C'est ce pourquoi la transition n'est pas possible. Donc, la justice traditionnelle n'a pas réussi au Togo. Or, il aurait fallu cette justice pour qu'on puisse arriver vraiment à faire la part des choses et à sortir de cette histoire qui continue donc de gangréner l'avenir de notre nation. Il y a une autre question, c'est celle de Jacques Bauda. C'est une question que Claude Amegavi a abordée un peu dans son intervention précédente en parlant du rapatriement des restes du père de l'indépendance. Il dit 60 ans après l'assassinat du président Sylvanus Olympia, pourquoi la dépouille mortelle reste toujours du côté béninois et pourquoi ce n'est pas rapatrié ici et enterré conformément aux traditions africaines? Ben, moi, je dirais que pour ma part, je ne le souhaite pas pour l'instant, tant que le régime des Eyatins est là. Parce qu'on ne peut pas faire endosser ou patronner les obsèques de Sylvanus Olympio par le fils de son assassin, qui lui-même est venu au pouvoir dans un bain de sang que tout le monde connaît. Ce n'est pas normal. Ça ne se fait pas. Dans nos traditions et dans nos cultures africaines, non plus, ça ne se fait pas. Donc, il faut que ceux qui sont actuellement au pouvoir s'en aillent, avant que les gens puissent raisonnablement être libérés pour pouvoir s'exprimer et faire leur deuil, faire leur réconciliation. Mais et j'ajoute que la famille Olympio même ne le souhaite pas. Oui, mais ça, c'est votre position. Mais, mais elle est partagée par la grande majorité des Togolais, oui, sachez-le. Oui, mais on a constaté quand même un rapprochement, par exemple, entre les deux fils. Oui, mais vous savez que ça, c'est ressenti comme... président. Vous savez que c'est ressenti comme une trahison. Ressenti par qui?
aussi bien au sein du peuple togolais qu'au sein de la famille. Non, vous savez aussi. Moi, je discute avec beaucoup de gens, Mais donc vous savez aussi je qu'il peux est- vous le dire. Oui, vous savez Hein, qu'il est très difficile de définir le peuple togolais. Parce que beaucoup de gens applaudissent Peu ce qui s'est importe. passé. Hein, Mais il y a un les nombre Olympiques. significatif de gens qui pensent ça. Donc, vous devez compter avec eux. Vous n'y pouviez pas. Vous êtes vous êtes fils d'un ancien dignitaire ou d'un ancien ministre, vous êtes devenu vous-même président, en fait un ministre. On parle de on parle de réconciliation. Là, on a constaté ces dernières années quand même qu'il y a un rapprochement entre Chirkis Olympio et Fonia Singbe. Vous-même, vous avez été ministre il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, là, on est sur la bonne voie, qu'il faut rapatrier ces restes-là et qu'une parenthèse soit fermée? Mais vous me faites une passe, comme on dit en sport. Et le 13 janvier dernier, Monseigneur l'archevêque Barriga a présidé une messe à la cathédrale. Dans son homélie, il a parlé d'un peu de réconciliation. Et si vous voulez, je vais vous lire une partie de ce. Mais allez-y, allez-y. Il a dit, nous avons besoin de guérison intérieure, de restauration de notre mémoire blessée, de réhabilitation dans la vérité pour pouvoir nous redresser. Notre mal, il faut le reconnaître, n'est pas d'abord économique ni financier. Il est d'abord intérieur, car nous portons en nous trop de blessures qui nous empêchent de nous accueillir en vérité. Trop de situations qui nous ont transformés parfois en ennemis difficilement réconciliables. Trop de conditionnements psychologiques qui nous maintiennent sur nos civières, souvent à notre insu. N'avons-nous pas besoin de reconstruire les liens brisés dans notre pays pour aller au-delà de nos déchirures? Le temps n'est-il pas arrivé après 60 ans pour que nous regardions ensemble l'histoire de Cyrus Olympio de manière plus dépassionnée afin d'envisager ensemble notre avenir? Le temps n'est-il pas venu pour que la dépouille mortelle de notre premier président puisse enfin reposer chez lui dans la terre pour laquelle il s'est battu? Le temps n'est-il pas venu pour un travail de vérité et de pardon, de vérité qui permet de lire enfin notre histoire telle qu'elle s'est déroulée en vue de tourner finalement la page de pardon qui me permette de remettre tout le monde debout? Donc, le Monseigneur l'archevêque dit autre chose. Claude Amégavi vient d'expliquer pourquoi il ne veut pas que la dépouille mortelle revienne sur la terre natale du président Olympio. J'ajoute juste un petit mot. Moi, je ne veux pas permettre à ce qu'on organise le rapatriement du corps de Sylvain Olympio et ses obsèques pour donner prétexte à quelqu'un pour faire un 5e mandat. C'est clair. Moi, c'est ma position. Il ne va pas se servir de ça pour faire un 5e mandat au Togo. C'est non. Là, je crois que nous n'allons pas ici prendre de position politique en tant que telle, mais ce que moi je voulais, ce sur quoi je voulais insister, c'est la question donc de la transition. C'est-à-dire qu'on a eu un pouvoir donné. En 63, les choses ont basculé. Et jusque-là, c'est les plus forts de 63 qui sont toujours là. En 67, ce n'était que l'épisode. Il y a eu la conférence nationale avec une forme de transition, mais qui également a échoué. Donc les mêmes sont toujours là. Oui, mais en fait, la transition dont vous parlez, est-ce qu'elle peut être décrétée? Elle ne peut pas être décrétée. Elle ne peut pas être décrétée, mais quand nous avons des tests auxquels tout le monde adhère, et qu'on fasse les choses clairement, de manière transparente, que le peuple décide, on arrivera à cette transition. Parce que je prends toujours le cas de l'Afrique du Sud. S'il y a eu une réconciliation en Afrique du Sud, c'est parce que Foster et autres sont partis, que c'est l'ANC qui est au pouvoir. Et celui qui a frappé, il laisse, celui qui a été frappé, donc il prend le pouvoir maintenant, il dit, oui, je reconnais, l'autre a dit, je reconnais, il dit, bon, tu reconnais, donc je te pardonne, faisons maintenant la paix. Mais si celui qui a frappé, il reste toujours là, il me dit, ne pleure pas. Ça ne se fait pas dans nos traditions. Donc c'est ça qui fait que les blessures sont difficiles à penser. Donc il est important de créer les conditions pour que les blessures soient pensées. C'est ça que nous n'avons pas. Et pour vous, ça passe par une transition. Il faut une vraie transition. Et cette transition, ça dit qu'il y a un changement de pouvoir. Le changement de pouvoir ne se décrète pas. Le changement de pouvoir, c'est la décision que le peuple prend unanimement dans la clarté et la transparence.
Mais ma foi, je crois que cette transparence manque à beaucoup de nos pays africains où les élections sont manipulées, il y a ceci, cela, il y a les conditions. Parce que quand on dit élection transparente, il y a aussi l'équité qui doit être derrière. Est-ce que tout le monde se présente aux élections avec les mêmes moyens, les mêmes conditions devant le peuple? Ça, je crois que c'est ça qui fait défaut dans nos pays. Il faut qu'on y arrive de manière à dire, voilà, maintenant, c'est ce qui est fait. Prenons les taureaux par les cornes, allons de l'avant. La France était là, a fait ceci. On oblige la France à faire son mea culpa et nous pouvons donc marcher. Attendez, je vais poser la dernière question et nous allons clôturer cette émission. Sylvanus Olympio était un visionnaire, beaucoup l'ont dit. Il était en avance sur son temps, beaucoup l'ont dit. Il portait un certain nombre de revendications, beaucoup l'ont dit. Presque 60 ans après, on a l'impression comme si on était encore au début des années 60, puisque quand on écoute les leaders actuels, quand vous écoutez ceux qui dirigent le Mali, quand vous écoutez ceux qui sont en Centrafrique, quand vous écoutez un certain nombre d'acteurs politiques africains, c'est un peu comme si l'Afrique n'a pas vraiment bougé. Qu'est-ce qu'il va falloir faire là en tirant leçon des sujets posés par les Sylvanus Olympio, un certain nombre d'acteurs des années 60, pour que l'Afrique puisse aller de l'avant? C'est la dernière question et vous allez prendre la parole, Claude Amigambi, d'abord, et vous allez conclure également sur votre intervention. Allez-y. D'accord. Non, simplement ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tourner la page de ceux qui nous ont dominés depuis le 13 janvier 63 jusqu'à maintenant. Sans qu'on ait tourné cette page au plan politique, rien ne peut se faire. En d'autres termes, on ne peut pas faire de transition ni de réconciliation avec un revolver posé sur la table en disant « venez, asseyez-vous » et maintenant on fait une réconciliation en marche forcée. Ça, on l'a déjà tenté dans la situation togolaise, on sait comment ça s'est terminé. Horacio Freitas en sait quelque chose, puisque le gouvernement de transition qui a été mis en place à la conférence nationale, le 3 décembre 1991, il s'est arrêté sous les boulets de canon à l'ancienne primature. Bon, et ça peut recommencer à n'importe quel moment dans ce pays. La preuve en est les conditions dans lesquelles les élections se passent dans ce pays, toujours contestées, toujours avec une répression, toujours, etc., etc. Donc, il faut que, et pour préciser sur la question de l'Afrique du Sud, en Afrique du Sud, ça a pu se passer comme ça parce que les Blancs avaient peur de perdre de pouvoir et d'être balayés du pays avec la vague montante des grèves qui ont commencé en 85 et qui allaient les balayer. C'est pour ça qu'ils ont été forcés à faire les choses. Et donc le revolver sur leur tempe pour les obliger à aller dans le sens de la libération de Mandela et donc dans une entente avec la majorité noire, mais c'est le mouvement du peuple. Et donc ici au Togo, si à force cela ne se fait pas, mais moi je vois nécessairement, parce que l'histoire s'est toujours tranchée de cette façon, qu'il y aura un basculement qui va survenir, qui va surprendre tout le monde. Bien, merci. Et qui l'imposera. Il y a cette intervention-là, c'est la question d'un auditeur, et qui va vous permettre également de conclure. C'est la question de Louis Dogbe. Il dit, imaginons le pouvoir Olympio jusqu'en 1970. Expliquez-nous le concept, le Togo, la Suisse de l'Afrique. Question donc à Michel Gouvercueil. On entend souvent ça, le Togo, Suisse de l'Afrique. Le Togo, Suisse de l'Afrique, le Togo seul ne peut pas être Suisse de l'Afrique. C'est pas évident. Et je reviens donc à sa question pour répondre à celle-ci. Le changement, quand nous disons démocratie, c'est quoi la démocratie? La démocratie permet l'alternance des idées, le changement, et puis il y a un positionnement sur un échiquier mondial. L'échiquier mondial évolue, mais nous on reste toujours statique. L'échiquier mondial évolue. Parce que la grande question qui se pose, quand on voit le cas Mali aujourd'hui, que veulent les Maliens? Quand on suit, que veulent les Centrafricains? On veut une vraie indépendance. Or, nous ne l'avons pas. Cette vraie indépendance, c'est ce que tous les jeunes panafricanistes aujourd'hui suggèrent. Évidemment, le système éducatif que nous avons hérité ne permet pas encore de dégager réellement. Mais il y a des élites qui montent aujourd'hui, qui disent, attention, le monde tel qu'il va, il est temps maintenant que nous, Africains, on se positionne pour ne pas être toujours derrière ceux qu'on exploite permanemment. Alors pour le faire, je reviens, il faut refonder nos États sur des vraies valeurs pour qu'on soit bien dans ce partage du monde. Ne pas être toujours le ventre mou de l'Afrique
du monde où tout le monde vient triturer, où on vient prendre nos ressources sans nous, parce que nous sommes nous-mêmes toujours, comme on l'a fait hier, ceux qui donnent la place à l'occidental. Donc, si Sylvanus Olympio était là, il n'est pas dit qu'en 70, on serait sus de l'Afrique. Mais il y aura peut-être des avancées parce que la vision était déjà la vision qu'aujourd'hui nous revendiquons. Bien, merci. La parole à l'ancien ministre. Horacio Freitas, on va vous écouter, vous allez conclure. Vous êtes sans doute la personne la plus âgée du studio. Vous venez toujours de dire encore, ancien ministre. Bon, Il tient son titre. ah oui, c'est vrai. Alors, Pierrot, vous êtes un ami. Au Togo, on a tout essayé. Il y a eu plein de dialogues, de tous les genres. Au Togo, à Ouaga, un peu partout. Et on ne s'en sort pas. Paris, On a vraiment Combat. essayé plein de choses. Alors moi, je suis un chrétien, un croyant, je me dis, mais Vous êtes catholique? les hommes catholiques, les hommes n'arrivent pas à régler le problème du Togo, mais on confie à Dieu, et puis on prie, et puis on espère que ça va changer. Voilà ma conclusion. Bien, merci. Si c'est que je suis un pasteur, j'allais prononcer une prière pour clôturer cette émission. Parce qu'on a constaté que de plus en plus de Togolais se tournent vers Dieu. Ils ont constaté au final que leurs propres efforts n'arrivent pas à solutionner le cas Togo, puisque beaucoup pensent que c'est un cas difficile. Merci d'être venu, Claude Amégan. Oui, je rappelle que vous êtes le président du parti. Non, secrétaire chargé de la coordination seulement. Du parti des travailleurs. Vous êtes toujours en blanc, merci d'être venu, même si vous avez pris une quinzaine de minutes de retard. Oui, absolument. Merci C'est pour beaucoup, la professeur Michel Gouakwe. Il est à la retraite. Je l'ai fait sortir de sa retraite. Il n'est plus passé sur notre antenne, ça fait un bon bout de temps. J'espère que cette année, nous aurons la chance de vous avoir de temps en temps. Et puis, c'est la première fois que vous êtes venu au D12 pour parler politique. Horacio Freitas, merci. Merci. Merci à l'autre Freitas qui est resté au niveau de la technique, c'est Romaric. Il est un parent de Horacio Freitas. Je suis Pierrot Atiogwe. J'espère que nous allons passer une très bonne année cette année au D12 avec la possibilité d'avoir beaucoup plus de courant politique dans cette émission. Elle s'achève. Elle va être rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci, au revoir. Un peu de Il a